Il y a quelques jours, au large de Djibouti, en pleine mer Rouge. Capture 4, visuel sur l'embarcation. À droite, tout à droite. Ouais, notre Joy Warning 1, la piste est classifiée suspecte. Une embarcation non identifiée s'approche dangereusement du porte-avions Charles de Gaulle. Pas de réponse, commandant au warning. L'embarcation a été classifiée suspect. Elle est en retournement. Distance 600 mètres. Ok. À tous de Mars, pas de réponse au Warning 2, la piste est toujours suspecte, on recommence au Warning 2, tir pistolet verri. Top ligne de foire. Encore. Fanboard! Captus 4, fanboard. Mars de soleil, fin du tir. Vous avez vu, on a très peu de temps pour tirer. Entre le moment où on dit hostile, donc on a le droit de tirer dessus, et le moment où elle est contre nous, il y a quelques secondes. Donc c'est ça en fait le but, tout est entre les mains de ce gars-là. Ce n'est pas un simple exercice de routine que supervise le commandant Vendier. Les balles tirées sont réelles. Sa crainte que le Charles de Gaulle soit attaqué par un bateau kamikaze. Dans tous les endroits où on est proche des côtes, dans des ports, dans des endroits où c'est facile de voir que c'est le Charles de Gaulle et que des gens ont pu se préparer à essayer de nous attaquer, on a toute une organisation qui permet sur 360 degrés, tout autour du bateau, de tirer sur une embarcation qui voudrait se jeter contre nous après des sommations d'usage. Depuis lundi dernier, la donne a changé. Le commandant et ses hommes ne sont plus en entraînement, Pièce vide, âme claire. ils sont en guerre. Parfait. Merci, commandant. Une guerre avec le Charles de Gaulle en première ligne. Ce porte-avions, de 260 mètres de long, est le fleuron de la marine française. C'est le seul à propulsion nucléaire en Europe. C'est à son bord que le président de la République a présenté ses vœux en janvier dernier. Charles de Gaulle, c'est un instrument de force et de puissance. C'est le symbole de notre indépendance. Il manifeste la capacité politique, militaire, diplomatique de la France. L'appareillage de notre porte-avions est un acte qui a du sens. Depuis le 23 février, le Charles de Gaulle et sa flotte sont officiellement en guerre contre l'État islamique. C'est de ce porte-avions, actuellement stationné dans le golfe arabo-persique, que les avions de combat décollent pour aller bombarder les camps de Daesh en Irak. Le déploiement du Charles de Gaulle, avec ses 12 rafales et 9 super-étendards, vient doubler la présence française dans cette région. Le Charles de Gaulle, ce sont près de 2000 hommes qui vivent ensemble dans ce monstre marin de 15 étages et de centaines de coursives. C'est une petite ville flottante dans laquelle on trouve tous les services. De l'épicerie au bureau de poste, en passant par un salon de coiffure et même un hôpital. Notre caméra a été exceptionnellement autorisée à suivre quelques jours avant les premières frappes les 2000 militaires dans cette mission. Frédéric fait partie des 300 femmes à bord. Sous ses ordres, une dizaine de marins. C'est un milieu d'hommes, donc après on s'adapte, il faut montrer qu'on peut faire comme eux, qu'on est capable de faire tout comme, et puis il va se lancer quoi. Le commandant Julien est pilote de Rafale. Il fait partie de ceux qui bombardent les cibles terroristes. On vient en support de troupes qui sont au sol, qui se font tirer dessus par l'ennemi. Et donc le but c'est de les désengager, donc on va larguer une bombe, on va tirer canon. Manu est fusilier marin. Il doit assurer la sécurité du navire. À tout moment, on peut avoir des personnes qui sont malvenantes et qui peuvent se dire qu'on peut rentrer sur le bateau. Alors comment ces hommes et ces femmes se préparent-ils au combat? À quoi ressemble leur quotidien, loin de leur famille? Pourquoi ont-ils choisi de servir leur pays? Embarquement au cœur du joyau de la marine française. Le président nous a demandé de nous tenir prêts, et nous sommes prêts. La force de frappe du Charles de Gaulle, ce sont ses avions de chasse, 12 Rafales et 9 super-étendards. Ce sont eux qui, en ce moment, bombardent l'Irak, à la frontière syrienne. Le 39 à bord. Tour de contrôle du porte-avions. À l'arrière. Allez, à l'arrière celui-là. Celui qui dirige les départs et les retours des avions de combat, c'est Didier. Une quinzaine d'avions. Et voilà. Rafale 30, c'est parti. Ça fait du bruit, hein? Ah oui, c'est très bruyant, oui. Ce Rafale va être catapulté.
Une technique très particulière qui lui permet d'atteindre 250 km/h en à peine 75 mètres. L'avion est chargé sur la catapulte, il est tensionné, il faut voir ça comme un gros lance-pierre. Donc l'avion est solidarisé sur le pont du porte-avions par l'intermédiaire d'un croc. Et lorsqu'on déclenche le catapultage, cette catapulte va être mise en œuvre par de la vapeur qui va permettre à l'avion d'atteindre en sortie de pont 250 km/h et de voler. Bonjour à tous. Frédéric a 36 ans. C'est la seule femme de cette équipe. En lien direct avec les pilotes, c'est elle qui dirige le départ et le retour des avions. Ce matin, le pont d'envol est sous sa responsabilité. Bonjour commandant. Respect commandant. Ça va? Ça va et vous? Très bien. À quelle heure elle part la pontée s'il vous plaît? Donc ce matin ça part à 8h30. Donc on a 8 rafales, 6 super étendards et le Hawkeye qui partira avant. Donc vigilance sur les catapc. Attention qu'il n'y ait personne qui s'expose sur la ligne de sécurité réacteur. Et on ramasse le tout à 10h35. 10h35, ok, très bien. Voilà. Vous m'annoncerez au fur et à mesure. Oui. Parfait, je vous remercie commandant. C'est le début de la journée? C'est le début de la journée, là, donc on va attaquer donc, la préparation pour la mise en route des avions, donc pour la pontée, donc, qui va partir d'ici 1h30. Donc là, on va préparer en fait et on a les pilotes qui arriveront dans 1 heure aux avions. Cela fait maintenant 15 ans que Frédéric s'est engagé dans l'armée pour devenir ce que l'on appelle un chien jaune. Jaune pour être bien visible et chien parce qu'avec 140 décibels sur le pont, il faut donner de la voix pour se faire entendre. Tu me fais signe pour le weapon check? Voilà. Je demande. Merci. Frédéric a moins d'un quart d'heure pour positionner les 14 avions qui partent ce matin en mission d'entraînement sur un champ de tir à Djibouti. En temps de guerre, le Charles de Gaulle catapulte plus d'un avion par minute. On vit quelque chose d'incroyable, quelque chose que personne ne peut faire à notre place. Après ça devient une passion quoi. C'est quoi qui vous... L'adrénaline. Et bon, regardez les chasseurs quoi, c'est quelque chose d'incroyable quand même. On a l'occasion ici par notre métier d'être avec eux, avec les pilotes, de pouvoir les faire partir, les voir revenir. C'est une mise en œuvre qui est assez incroyable et je pense passionnante pour beaucoup d'entre nous. Vous connaissez la routine dans votre métier? Jamais. Le jour où on connaîtra la routine, c'est qu'il y aura danger, il faudra arrêter. On est en permanence sur le qui-vive, il y a des dangers partout en permanence. Que ce soit au niveau des avions, de nous-mêmes, de tous les gens qui sont sur le pont d'envol, de vous actuellement. Donc on n'est jamais dans la routine. J'ai pas le droit à l'erreur quoi. La moindre erreur, il y a des risques que le pilote ne parte plus, donc ce serait un échec. Le commandant Julien est le chef des 20 pilotes du Charles de Gaulle. Pour protéger cet homme et sa famille, vous ne verrez pas son visage. Depuis l'exécution, le 4 février dernier, d'un pilote jordanien par l'État islamique, la sécurité de ces soldats a été renforcée afin d'éviter d'éventuelles représailles. Cela fait 13 ans que Julien pilote un Rafale. Il est aujourd'hui commandant. Avec son grade, il a droit à une cabine individuelle de 10 mètres carrés, un véritable luxe. Et je vais ranger un peu. Non, c'est pas le bazar, mais j'ai fait un peu ma lessive quoi. Là c'est chez vous? Là c'est chez moi, ouais. C'est chez moi. Voilà. Bon, donc c'est une chambre qui est relativement vaste, puisque c'est un des privilèges effectivement de commandant, c'est qu'on a une chambre un peu plus vaste. Donc là on entend, je ne sais pas si vous entendez, on entend un avion qui est plein gaz, et vous n'allez pas tarder à entendre un gros bang, qui est le sabot de catapultage. Voilà, donc c'est confort, mais pas tout confort au niveau sonore. Voilà, bon, c'est pas toute la journée qu'il y a des catapultages. Vous êtes habitué. Mais effectivement, je ne pourrais pas faire la sieste, par exemple, avec ce genre de bruit. Voilà, ça tombe bien, on n'en a pas trop le loisir. Piloter un Rafale, c'était son rêve d'enfant. Et c'est un célèbre film avec Tom Cruise qui l'a inspiré. J'avais 12 ans quand Top Gun est sorti, donc oui, ça m'avait beaucoup marqué. Il marque même mes filles, mes enfants aiment beaucoup ce film. Mais je vais dire... Papa, c'est ça ton travail? C'est exactement ça. Elles comprennent juste que je prends un avion, et elles pensent que je vais m'amuser avec. Mais bon, elles sont relativement jeunes, donc c'est tout à fait légitime, on va dire. Ils ne savent pas que vous pouvez larguer des bombes?
Non, j'en parle pas trop. C'est pas le fond du sujet. Ils sont un petit peu jeunes encore. À bientôt 40 ans, ce commandant a déjà connu plusieurs conflits. L'Afghanistan, la Libye et aujourd'hui l'Irak. Comme avant chaque vol, il doit revêtir un équipement bien particulier. Combinaison anti-G. Effectivement, en vol, vous pouvez aller jusqu'à 9G, donc le corps fait 9 fois le poids quand vous êtes là sur Terre en fait. Donc votre main, au lieu de peser 1 kg, elle va en peser 9. Donc forcément, bien, quand vous avez une accélération, elle part en bas. Voilà. Et après, ici, vous avez un gilet de combat. Pourquoi ça s'appelle un gilet de combat? C'est parce que bien, dedans, vous avez plein de poches où vous mettez bien, du matériel de survie, une balise radio pour contacter si vous vous êtes éjecté. Vous avez un couteau suisse aussi pour pouvoir vous débrouiller. Après, vous avez un sifflet, par exemple, pour vous signaler en mer. C'est assez pratique parce que le son porte beaucoup. Un petit miroir à l'ancienne, vous vous servez du soleil et comme ça, vous faites un éclat lumineux. Et vous avez un hélicoptère, par exemple, de loin, va vous voir arriver. Si je m'éjecte sur un territoire ennemi, là, je pense que là, j'aurais vraiment ce sentiment d'être en guerre. Même si les éjections restent exceptionnelles, le risque zéro n'existe pas. C'était il y a 13 ans, sur le Charles de Gaulle. Au moment du catapultage, le pilote perd le contrôle de son super-étendard. Le pilote s'en est sorti sain et sauf, mais sur le navire, cet accident est encore présent dans toutes les mémoires. Au pont 2, les Rafales quittent le hangar. Le commandant Julien s'apprête à partir pour 4 heures de mission d'entraînement sur un champ de tir à Djibouti. Là, on va à mon Rafale, à mon destrier. C'est la pression qui monte doucement, ouais. Bonjour, commandant. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Ouais. Avant chaque départ, la procédure est toujours la même. C'est le pilote de chasse en personne qui vérifie son avion et son armement. Ça, c'est une bombe guidée laser de 250 kg. Et donc, bien, le technicien me montre le code laser qu'on va utiliser pour pouvoir allumer cette bombe. Voilà, donc là, il va régler le code. Parfait. Cette bombe peut atteindre sa cible à 60 km de distance. Le Rafale peut au maximum en être équipé de 6. Il y a un sentiment très particulier quand on largue une bombe, c'est quand même pas anodin. Alors, quand on le fait, là encore, c'est assez glacial parce qu'on c'est très procédurier et c'est très mécanisé. Mais effectivement, quand on revient, quand on se pose à bord ou quand on y réfléchit après, quand on voit notamment les vidéos, puisqu'on a la vidéo du pod, donc de la nacelle, c'est comme une caméra, là effectivement on a des images et là ça devient très très concret effectivement. Et ça m'a jamais empêché de dormir. Direction la zone d'entraînement, à 15 minutes de vol du porte-avions. Un Rafale peut atteindre la vitesse de 2200 km/h, soit le double d'un avion de ligne. Centre opérationnel du porte-avions. L'amiral Chaperon est à la tête de la force navale française. L'amiral. Il est 17 h. Il a réuni tout son état-major. Bonsoir, la situation du jour. Demain, avec toujours un ciel plein dégagé. Comme vous pouvez le constater sur cette image, un ciel favorable aux opérations ce jour. Suivant l'état de mer qui se dégrade dans le nord de notre position et l'humidité qui gagne notamment sur la zone de tir le matin, voire le soir. C'est tout pour la météo. Très bien. Merci beaucoup. C'est ici que se prennent toutes les décisions tactiques françaises. La suite du brief est classée secret défense. On va aborder des choses un petit peu plus confidentielles, si vous pouviez nous laisser. Une heure plus tard, nous retrouvons l'amiral. La prochaine pontée à 15h55, Z. Ok, 33. Parfait, très bien, merci. Ce jour-là, le porte-avions est au sud de la mer Rouge, dans le golfe d'Aden.
une zone stratégique pour la France. Vous avez ici une voie de communication maritime par laquelle transite environ un tiers de notre pétrole et à peu près l'essentiel des produits manufacturés qui arrivent du sud-est asiatique. Cette zone est instable. En plus d'être en guerre civile, la Somalie et le Yémen abritent des camps d'entraînement terroristes. Dans un contexte qui est quand même très particulier, compte tenu de ce qui vient de se passer en France. Donc nous sommes partie prenante de cette lutte contre le terrorisme, qui utilise également la voie maritime. Donc on aborde cette mission avec beaucoup de détermination, beaucoup de sérieux. Le président nous a demandé de nous tenir prêts, et nous sommes prêts. Sur le pont, c'est la fin de la journée pour Frédéric. Mais en cette période de guerre, tout l'équipage doit rester sur ses gardes. N'oubliez pas qu'il y a des vols ce soir. On doit être très réactif comme ça s'est passé hier. Il peut y avoir un appontage d'urgence, il peut y avoir pire, un crash. Donc on doit être impérativement attentif. S'il y a une alarme, quelle qu'elle soit, vous avez un dos, vous montez ici, équipé. Et on essaie de faire au mieux. Allez, bonne soirée, à demain. Allez, bonne soirée. Sur un porte-avions, les temps de repos sont chronométrés. Frédéric a 6 heures pour dormir, manger et récupérer ses vêtements propres. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si le linge Foxtrot 013 technique est prêt, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Bon, je vais venir le chercher d'ici 10 minutes. Je vous remercie. À tout à l'heure. Merci. Sur le porte-avions, une équipe de 15 personnes nettoie le linge des 2000 marins. C'est la seule buanderie du bord, donc pour tout le bord. Donc pour toutes les catégories de personnel, donc elle fonctionne, on va dire, 16 heures sur 24, quoi, à peu près, tous les jours en mer. Bonjour, pour le linge Foxtrot 013. Merci bien, bonne soirée. Dans son sac, pas de robe, juste des uniformes de travail identiques pour les hommes et les femmes. Donc je vais vous montrer mon lieu de vie, où je vis aussi bien en mer qu'à quai. Frédéric partage sa chambre avec 8 autres femmes qui ne se connaissaient pas avant d'embarquer. Pourtant, elles vont devoir passer les 3 prochains mois ensemble. Quand on se croise, quand on a la chance de se croiser, ouais, c'est toujours sympa parce qu'on a tous des rythmes différents. Donc, voilà, toi t'as fait quoi aujourd'hui? Moi je vais me coucher, moi je me lève. Voilà, c'est ça, on se croise. Mais c'est quand même sympa quand on peut enfin se réunir, de toutes se mettre avec des Pringles autour de la table et regarder une émission d'Émile pour relâcher un peu la pression et échanger et tout, quoi. Les loisirs à bord sont assez restreints. T'es déjà là? Alors, il faut faire preuve d'imagination et optimiser l'espace. Donc voilà, notre petit coin où nous pouvons faire notre sport pour se détendre. C'est bien pratique car en fait nous sommes à côté de notre poste et en cas d'alarme ou quoi que ce soit, on peut réagir très vite, aller changer et de suite aller sur le lieu, quoi. Voilà, donc en petit comité restreint. Quand on part sur de longues périodes, on a besoin de s'évader un peu, quoi, de changer du contexte du travail. Donc de voir d'autres personnes, d'autres services et de s'intéresser un peu à la vie du bord également. C'est vraiment le côté pratique. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'en sport où on va croiser les gens, en dehors des salles de repos. Salut. C'est pour le départ de patrouille. Ah, tu nous donnes une matraque, une radio aussi? À 32 ans, Manu est le chef des fusiliers marins, autrement dit, les policiers du porte-avions. Ils sont 60 à bord pour faire régner l'ordre. Génial, merci. On va faire une ronde dans le bord, une ronde de police dans le bord, pour s'assurer que tout va bien. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok. Il peut y avoir des frictions vu qu'on est quand même assez nombreux à bord. Il peut y avoir des petites tensions qui se génèrent de temps en temps, donc c'est pour ça qu'on effectue ces rondes de police pour s'assurer que tout va bien, éviter les bagarres. Papa Charlie, de CEPI pour contact. De CP fort et clair. Oui, reçu fort et clair également, départ patrouille. Bon, on va aller vérifier la chambre là. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Petit drone de police pour vérifier. Tout va bien? Tout va bien les gars? Okay. Ouais. Bon, parfait. Petit match de foot ou quoi? Bah ouais. C'est bon?
Ah ouais, carrément. Ouais, bonne soirée à vous les gars. Merci. Bonne soirée. Papa Charlie de Sépi. Parlez. Ouais, donc Sierra RS. Vous êtes perçu comment, vous, si vous êtes la police du bord? Ben, on n'est pas forcément mal perçu parce que c'est pour le bien-être de tout le monde. Donc on n'a pas que la mauvaise image. On peut créer un lien, discuter. On n'est pas que là aussi pour faire les méchants, sanctionner. Au contraire, je pense qu'on peut apporter une image positive. Manu et les autres fusiliers marins du bord vont se relayer toute la nuit pour assurer la sécurité du bateau. Alors qu'à la nuit tombée, la plupart des marins se détendent. Le pont d'envol est toujours en activité. 6 pilotes vont partir en mission de nuit. Et quelques étages plus bas, Bonsoir Benjamin. une autre équipe est en pleine On effervescence. t'a lancé le premier pré-train déjà? Oui. Tu fais quoi Benjamin? Pain, baguette? Là, c'est des... Raphaël est boulanger dans la marine depuis bientôt 20 ans. On va dire que la nuit, je suis commandant de la boulangerie. Parce qu'on est que deux, donc ça me permet d'avoir un petit peu de pouvoir. Et puis là, on va démarrer. Prêt? Tu peux y aller. Vas-y, vas-y. Et bah, ça a l'air de bien fonctionner, ce qu'ils nous ont fait. Chaque jour, ce sont près de 1500 baguettes qui sortent de cette boulangerie flottante. Pour le quartier-maître Benjamin, jeune matelot de 20 ans, c'est une manière de servir son pays. Bien sûr, le Charles de Gaulle, c'est quand même le fleuron. Et puis des porte-avions nucléaires, en Europe, il n'y en a qu'un. Et il est français. Alors forcément, d'y travailler dessus, c'est un honneur. Puis si on y rajoute une petite touche quand même, effectivement, faire le pain, c'est vraiment typiquement français sur un porte-avions français. C'est quand même un bel honneur. Bonsoir, c'est pour la 35? Pour la 4F. La 4F. Eh ben, je vais vous donner ça tout de suite. Toutes les nuits, on fait des petites livraisons de pain différentes à chaque flottille, à chaque secteur. Et on leur fournit une dizaine de pains par sac pour qu'ils puissent aller se substanter pendant leur quart. Et voilà. Et ensuite, la petite livraison. Allez, voilà. Merci bien, merci, bonne soirée, bon courage. Carole est l'une des responsables du stock de nourriture. Donc là, oui, donc la grosse réserve, un haricot vert. À peu près pour un repas, on sort 160 boîtes pour tout l'équipage. Donc il faut des petites mains pour porter tout ça. Vous faites combien de repas par jour? Combien de repas par jour? 4000. 2000 le midi, 2000 le soir et les petits déjeuners. Un bon restaurant. Un beau restaurant flottant, tout à fait. Le congélateur, il fait à peu près moins 20 degrés. Donc ici, le plus bel appartement, à peu près l'équivalent d'un F5, 100 mètres carrés. Ici, on a à peu près 50 tonnes de vivres qui nous permettent d'avoir une autonomie de 45 jours. Ah oui, tout ça que pour 45 jours. Tout ça que pour 45 jours. Alors là, c'est vraiment compliqué pour passer. Petit passage étroit. Hop. L'avantage, c'est de savoir où on va. On va se retrouver. Donc là, on a notre petite émincée de filet de dinde marinée à l'indienne qui nous servira pour faire notre repas à thème kebab, qui fera bien plaisir à l'équipage. Ah, vous découvrez les saveurs du monde. Tout à fait. Je pense qu'un petit filet de chameau s'annonce. Chaque jour, les cuisiniers du bord se relaient de 5h à 20h. Les marins du Charles de Gaulle travaillent en horaire décalé, alors il faut pouvoir assurer un service en continu. Chaque grade a son propre réfectoire. On ne se mélange pas. En revanche, le menu est le même, du commandant au matelot. Cédine, t'aimes pas ce parisien? Non, on mange bien. On mange bien. On mange bien. Il y a de tout, c'est bien. Ouais, pas mal de légumes. Oui, Voilà, il aime ses légumes. Lui, il avait faim. On voit bien que. Il n'a pas laissé de reste. Ce bâtiment de guerre de 40 000 tonnes, unique en Europe, est propulsé par 2 réacteurs nucléaires, ce qui lui permet d'avoir une autonomie énergétique quasiment illimitée. Celui qui est à la tête de ce navire, c'est le Pacha, le commandant Vendier. Moralouche, le commandant. Tu es confirmé de jour sur Rafale. Félicitations. D'ici,
Le commandant Vendier contrôle tous les mouvements du pont d'envol. Voilà, c'est la passerelle de navigation. Donc j'ai mon poste là, j'ai un peu comme un cockpit de Rafale. J'ai un certain nombre d'informations qui me sont utiles pour suivre l'activité, la navigation. J'ai des caméras qui filment les approches des avions. J'ai le logiciel de suivi de l'activité aérienne. Et surtout, donc, je suis là pour prendre les décisions quand ça ne se passe pas conformément au programme. Le commandant Vendier est le patron du Charles de Gaulle depuis 1 an et demi. Il doit l'avoir lâché, time un peu distant, voyez actif en route en 151 au JT stable en fonction. Voilà, c'est à l'arrière du bateau, donc 250 mètres derrière. Il y a deux safrans, c'est des barres en fait, c'est ce qu'on appelle la barre d'un bateau. Donc c'est 2 espèces d'énormes plaques qui sont gouvernées par l'hydraulique et qui servent à diriger le bateau. Et donc tout ça c'est activé par ce petit joystick qui est là. Donc on a un barreur qui lui garde le cap, il regarde le cap du bateau. Là on est au 154. Cet énorme porte-avions est dirigé avec ce petit joystick. Voilà. Final en route 154. Donc là voilà, il vient de donner son cap. Parce que ça permet d'avoir le vent sur le pont d'envol qui est exactement dans l'axe de la piste. Bon, on y va. En permanence, le Pacha et son équipe surveillent toute la zone maritime autour du Charles de Gaulle, dans un rayon de 500 km. Et ce jour-là, 3 bâtiments attirent leur attention. D'accord. Et les Japonais ? Les Japonais, ils ont appareillé ce matin. On pense qu'ils sont à proximité de la force actuellement. En fait, nous, on essaie de comprendre un peu ce que tout le monde fait. Il y a des bâtiments qui transportent des armes, qui passent dans ce coin-là. Il peut y avoir des mouvements entre le Yémen, en ce moment où ça va pas très bien, et puis le côté sud du golfe d'Aden. Donc voilà. Et donc on profite de nos avions, nos hélicoptères, des drones pour justement un peu acquérir la grammaire du quartier, comme on dit. Okay, le drone Scan Eagle des Anglais, il a été faire un tour là-dessus ou pas? Alors, le drone Scan Eagle est actuellement en vol, il est à la verticale de la zone. Il y a un deuxième le commandant veut un peu plus de précision concernant les 2 bateaux japonais. Pour la lutte anti-piraterie dans la région. On va demander au chef de car là, s'il peut les confirmer. La chef de car, vous pouvez confirmer avec le chevalier Paul, là, on pense que le contact à côté d'eux est probablement le japonais. Très bien, commandant. Je vais leur demander là, si c'est bien ça. Là. Très bien, commandant, j'appelle le chevalier Paul. Ouais, merci. Chevalier Paul de Charlie Golf pour contact. Le chevalier Paul, c'est en quelque sorte le garde du corps du porte-avions. Une frégate de défense anti-aérienne dotée de missiles d'une portée de 100 km. Car le Charles de Gaulle ne se déplace jamais seul. Il est entouré par une flottille de protection anti-sous-marine, anti-aérienne et même d'un sous-marin. C'est ce qu'on appelle la force. Nous sommes sur le Chevalier Paul. La mission de ces 193 hommes, assurer la défense aérienne du porte-avions. Les 2 bateaux suspectés par le commandant Vendier sont à portée de vue. Bien pris de Papa Lima. Chef de car, le Charles de Gaulle nous demande de nous rapprocher d'un navire d'intérêt. Pour vérifier l'identité des 2 navires, la marine a recours à un procédé très simple. Je suis là pour essayer de prendre en photo un bâtiment et de faire la meilleure photo possible pour pouvoir en faire une identification visuelle après. Et quelques minutes plus tard... Commandant, nous avons eu la confirmation par le chevalier Paul, il s'agit bien d'un mobile japonais type Murazami. D'accord, ils nous enverront une photo. Très bien, commandant. Cette photo alimentera la base de renseignement de la marine. Il faut lui rendre le bleu à 31, c'est ça? En Seine-Saint-Denis, je reprends la manœuvre. Symétrie 2, le chrome, les 2 machines sont réglables en 145 PDM à bien. Mais à bord, le danger peut survenir de n'importe où, et même de l'intérieur. Ok, c'est pieds en place. Allez Lopez, t'ouvres. Et parfois, le pire des scénarios est envisagé. On gueule les gars, on gueule. RS. Ok, bien pris. On avance. Ok, on suit. Ok, bien pris. Un ennemi Allez, on monte. se serait introduit à bord. Arrière, c'est bon. Manu et ses fusiliers marins Ok, on avance. quadrillent le bateau pour le retrouver. Et de CP. Bidon 2, là, vous passez devant, les gars. Ok, ça marche bien pris. Allez, c'est parti. Actionne. Approchez, contre terre. Contre terre, je suis. Ouais, j'en veux carré.
Ouais, j'envoie carte pomme de main vers le ciel. Regarde de l'autre côté. Le regard de l'autre côté, j'ai Papa dit. Charlie de Sépi. Papa Charlie de Sépi. Quelles sont vos intentions? Je voulais juste visiter le bateau. Vous êtes armé? Non. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas armé? Non. Qu'est-ce qu'il faisait le monsieur à bord là? Il voulait visiter le bateau. Ok, très bien. Vous êtes sûr que vous voulez visiter le bateau? Cette fois-ci, c'est un membre de l'équipage qui joue les forcenés. Ce type de mise en scène, les hommes de Manu les répètent tous les jours. Vous faites quoi ici là? C'est important pour le bien-être du bord. On ne sait jamais à quoi Monsieur, on peut être attendu. À tout moment, on peut avoir des personnes qui sont malvenantes et qui peuvent se dire qu'on peut rentrer sur le bateau comme une porte ouverte, alors que non. Non, enfin moi à ma connaissance, j'en connais pas. J'en ai pas eu. Mais bon, c'est un entraînement quotidien justement, parce qu'on peut avoir ce type de menace. 1, 2, 3. 1, 2. Ouais. Tout ce qui est gendarme, ils sont pas en Mike. On fait retour avec l'individu sur Mike 0160. Après 6 heures de service, les fusiliers marins ont droit à 4 heures de pause. À Paris ce matin, reprise à 4 heures là. Force pro. La cafétéria est le seul lieu de distraction du porte-avions. Bon allez, moi j'annonce, je me mets à l'arrière. Les bleus. Allez, c'est parti. Ici, les galons rouges des matelots côtoient les galons dorés des officiers mariniers. Pas de gros mots, pas de gros mots. Voilà, on y arrive. Bon, les gars, arrêtez de laisser marquer le chef. C'est bien, c'est bien. Quand vous jouez au baby-foot, Manu, il n'y a plus de grade entre vous? Il n'y a plus de grade, on veut dire que. Il y en a, mais bon, ça casse un peu la barrière là. On sort du contexte du boulot. C'est le moment de détente, donc. On peut se permettre de charrier un peu le chef. Voilà, justement, c'est le moment là où on peut se taquiner entre nous. Mais bon, il faut laisser quand même gagner le chef. Hein. C'est le plus important. Aujourd'hui. Allez Joe. Allez Joe. Voilà. Bravo les gars. Félicitations. À la prochaine. La prochaine fois, peut-être. Manu a beau être le chef, il est logé à la même enseigne que ses hommes. Salut les gars. Entrez dans notre maison, chez nous. Bienvenue, welcome. Bonjour. Les collègues du poste. Bonjour. Donc voilà, là on arrive, on va dire, à mon lit, à mon petit coin intime à moi. C'est mon petit dodo, ici. Donc avec ma grande taille, vous voyez que c'est assez étroit. Pas évident pour les grands sur le bateau, hein. Mais on s'y habitue, on arrive à se faxer. Voilà. Et voilà, la technique de base du fusilier marin pour faire dodo, voilà. C'est rudimentaire. C'est rudimentaire, mais bon, c'est vraiment ces moments-là, moi c'est vraiment important pour moi parce que c'est vraiment le lieu où je peux me retrouver. Parce qu'on n'a vraiment pas de moment d'intimité. C'est vrai qu'on est 24 sur 24 les uns sur les autres. Bon, on crée des liens, on peut pas être aimé tout le monde, mais on crée des liens. Mais bon, après, c'est vraiment ce moment-là où on est tout seul. Le plus dur à bord, c'est de vivre loin de ses proches. S'engager dans la marine, c'est aussi parfois sacrifier sa vie de famille. Vous avez laissé des femmes et des enfants? Il y en a qui se sont séparés avant de partir en mission. Voilà, ils se séparent juste avant de partir en mission. C'est le métier, et puis bon, ça fait partie du voilà, métier. les familles plus ou moins les voilà, contraintes. Voilà, et surtout, je pense que les femmes, je sais que moi, par rapport à mon ex, elle est quand même restée longtemps à attendre pendant des mois et des mois. C'est aussi difficile pour les familles que pour les marins. Ouais, je pense. Ça, c'est clair. C'est sûr. Je pense que c'est pour tout le monde, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est pas évident. En moyenne, les marins vivent loin de leur famille jusqu'à 6 mois par an. La nuit, le porte-avions ne dort jamais vraiment. Au pont 2, l'immense hangar se transforme en véritable ruche. En temps de guerre, les avions de combat doivent être prêts à partir à tout moment. Tout au long de la nuit, dans ces 4600 mètres carrés, les mécaniciens vont inspecter et réparer ces bijoux de technologie à 100 millions d'euros pièce. Ce soir-là, une anomalie a été signalée par un pilote de chasse. C'est bon pour moi? Ouais. La moindre défaillance pourrait être fatale au pilote. Le moteur va donc être démonté pour être ensuite testé sur un banc d'essai. Démarrer.
plein gaz. L'idée, c'est qu'il faut qu'on torture, entre guillemets, le moteur le plus possible. S'il doit avoir un problème, il faut qu'il ait un problème ici. S'il a un problème ici, c'est pas grave. Et il faut surtout qu'il soit absolument parfait quand on va le donner au flotti, qu'il puisse le monter sur avion sans autre intervention. Là, c'est bon, on n'a pas décelé de problème. Donc pour nous, l'essai est quasiment fini. Oui, fin des essais bord réacteur. Alors, ça ligne. Ah, c'est parti. Sur le pont d'envol, tout le personnel est mobilisé sous les ordres de Frédéric. Donc là, en fait, on attaque la cueillette. Comme tous les matins, on fera une cueillette. En fin de compte, on va ramasser tout ce qui traîne sur le pont d'envol. Ça va aller du petit textile, voire un clou, ce qui pourrait être très dangereux pour les chasseurs au moment des catapultages. Alors, on s'arrête. C'est tout bon? Ah, c'est reparti. On avance doucement, on s'écarte. Le pont d'envol est maintenant prêt pour les premiers appontages. L'appontage, c'est la phase la plus périlleuse. Les pilotes n'ont que 75 mètres pour s'arrêter. Et c'est un astucieux système de câbles qui permet de stopper ces monstres d'acier. Le brin, là, vous avez votre brin avec un gros câble d'acier. Vous avez l'avion, quand il va toucher le pont, vous avez la crosse qui va arriver et qui va venir prendre le brin. La crosse, il y a un crochet. Donc on vient accrocher le brin et ça va dégager sur plusieurs mètres pour freiner l'avion. Parfois, les pilotes n'accrochent pas le brin et doivent remettre les gaz pour repartir. On appelle ça un touch and go. Quand l'appontage est réussi, l'avion passe de 250 km/h à 0 en 1 seconde et demie. C'est vraiment un choc énorme, aussi bien pour l'avion que pour le pilote. Hein. Donc les pilotes sont convaincus. Ah, les pilotes, certains sont un peu sonnés. Hein. Les pilotes sont donc sous étroite surveillance médicale. Des contrôles obligatoires s'ils veulent pouvoir continuer à voler. Bonjour. Aujourd'hui, c'est au tour du commandant Julien de passer des tests. Et c'est ici, dans ce véritable hôpital miniature, avec son scanner et ses blocs opératoires, que le commandant va être examiné. Pour le moment. Hello, c'est bon, t'es prêt? Ouais. Allez, vas-y. L'équipe médicale du porte-avions est composée de 24 personnes, dont 6 médecins. En fait, t'es irrégulier, je t'ai trouvé un truc là. C'est le stress. Donc à chaque fois qu'il y a une accélération, la masse sanguine peut bouger soit vers les pieds, soit vers la tête. Donc c'est important que sur le plan cardiovasculaire, tout soit correct. Et on peut être pilote de Rafale combien de temps? Il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite physique. Il y a juste de plus en plus de contrôle médical au fur et à mesure qu'on vit, c'est ça, non? Oui, tous les 6 mois. Mais il n'y a pas de texte qui dit à quel âge on arrête. Tant que physiquement le corps suit, il n'y a pas de raison. Bon, à la prochaine, hein? À la prochaine, dans 6 mois. Le commandant Julien a donc encore quelques années de vol devant lui. On a une détection incendie au Charlie 210. Alarme incendie en Charlie 210, magasin général. Comme sur tous les navires, l'incendie, c'est la hantise des marins du Charles de Gaulle. On s'équipe, on essaie de faire assez vite pour rallier la zone en moins de 5 minutes. C'est bon les gars? Hop. Titouan est le plus jeune marin pompier du bord. À 20 ans, c'est sa première mission. On descend. Cela a beau être un exercice, il le prend très au sérieux. Magasin général. Pression, c'est bon pour vous? Tu vas où toi? C'est bon. Pompiers légers, vous aidez les pompiers lourds à s'équiper rapidement. Allez, on s'active les gars. C'est bon? Allez, on y va.
Eh, doucement les gars, c'est pas un marathon. Titouan est en première ligne. C'est lui qui doit trouver le départ de feu. Avec un équipement de 10 kg, pas facile de progresser dans les couloirs. Toutes les conditions du réel sont recréées. Des cris et même des faux blessés. La tête pour un membre inférieur. On va 99. Allez, on y va. Tac. Un trauma du poignet. Un médecin, s'il vous plaît. Un blessé. Attention, levez. Au poste central de sécurité, on actualise minute par minute l'étendue des dégâts et la progression des marins-pompiers. J'ai besoin de savoir s'il y a des formations de besoin. Priorité numéro 1 pour c'est le nom que j'ai besoin. Dans le local. Force dans le local. Titouan vient de repérer la source de l'incendie. Évacuation des fumées. Le feu est désormais maîtrisé. C'est la fin de l'entraînement. Point de situation du DDL. Le sinistre en Charlie 224 est éteint. Rangement du matériel, le personnel aux ordres des chefs d'équipe. Des simulations incendies de cette envergure, les marins en font chaque semaine. Ce soir, c'est un repos bien mérité pour le jeune pompier. Ambiance boîte de nuit dans le carré des sous-officiers. On relâche la pression. Bonsoir. Mais avec modération, pas plus de 2 verres d'alcool autorisés. Quant à la drague, les couples sont interdits sur le porte-avions. Je vais boire un coca, s'il te plaît. Merci. Tu bois un coca, tu déconnes. J'assume. J'assume quand même, entre nous. Hein, j'ai assuré. Ah ouais. Voilà. Non, une fois qu'on a un bidou qui tient la route, ça se voit. Un bidou, c'est le surnom affectueux qu'on donne aux novices comme Titouan. En quelques semaines à peine, le jeune homme a réussi à se faire une place. Ça demande un petit temps d'adaptation quand même. Voilà, ça fait un mois que je suis sur le bateau. Je passe d'une vie, on va dire, où je suis tous les soirs à la maison, à une vie où je suis pas à la maison pendant plusieurs mois. Donc c'est vrai que ça fait du bien de décompresser avec les copains, de sortir du cadre de travail, quoi. À 18h. Désormais, Titouan fait lui aussi partie de la grande famille de la marine. Pour Manu, c'est un moment très attendu. Je vais passer mon petit coup de fil. C'est important, regardez le lien, bien sûr. C'est un moment qu'on attend, oui, forcément. Ça fait toujours plaisir de prendre un contact avec l'extérieur et puis de donner un petit coucou à la famille. Pour nous, c'est le petit moment qui nous change du quotidien, qui nous relie avec l'extérieur. À bord, les portables ne passent pas. Et dans certaines zones, le signal est même volontairement brouillé pour garder secret les déplacements du porte-avions. Ah bah elle est occupée. Elle est occupée. Et là-bas, elle est occupée aussi. C'est la garde des cabines un peu. C'est pas évident. Donc là, il faut attendre son tour. 10 minutes par personne. Et combien de cabines pour tout le monde? Combien de cabines? Je pourrais pas vous dire le chiffre exact. Je pense qu'il doit y en avoir une dizaine, je pense, à bord, si je me trompe pas. Pour 2000 personnes, ouais. Ouais. Donc il faut prendre son mal en patience et puis attendre. Mais c'est normal. Bon bah génial, ça se libère. C'était pas long. Là j'appelle madame. Ouais, ça va. Ouais, donc bah, c'est pour te dire que tout va bien. Manu n'a pas vu sa femme depuis plus de 3 semaines. Même avec leur famille, les consignes sont strictes. Interdiction de parler de la mission. Depuis lundi, 77 avions de chasse ont été catapultés du Charles de Gaulle. Un camp d'entraînement terroriste a déjà été détruit en Irak, à la frontière syrienne. Les frappes sont prévues jusqu'à la fin du mois d'avril.
Le retour en France des 2000 marins du porte-avions devrait se faire au début de l'été.